L'esprit de la matière. Bonjour, je suis Grégory Montéan, auteur de cette nouvelle, formateur à la manochi-thérapie et fondateur de l'écoute du vivant, élève de Gérard Olivier. La création de l'écoute du vivant par la manochi-thérapie est dédiée à une authenticité d'étude, appliquée envers la nature humaine. L'écoute du vivant propose des objets pédagogiques voués à communiquer sur les archétypes des médecines ancestrales, avec l'espoir de les traduire sans que ce soit hermétique, même si le sujet est justement gardé très souvent avec un langage ésotérique. Nous vous souhaitons bonne écoute. En avant-propos, rappelons que les dichotomies matière et esprit, concret et abstrait, sont absentes de la pensée ancestrale chinoise. Aujourd'hui, bien qu'il y ait des avancées grâce aux physiciens modernes comme Alain Aspect, concernant la relation du visible et de l'invisible, il persiste en nous un schéma de pensée comme une question que l'on ose à peine se poser. Savoir si l'invisible est inerte ou vivant, si la matière est douée de sensibilité, comme le suggérait Denis Diderot dans Le rêve d'Alembert, ou non. En nous questionnant sur les raisons pour lesquelles nous donnons autant d'intérêt à l'un et pas à l'autre, que ce soit pour le visible ou l'invisible, ce sont toujours des questions interpellantes de pourquoi autant d'intérêt à l'un et pas à l'autre, que ce soit pour le visible ou l'invisible. Alors, pas à pas, tentons de cheminer sur une réflexion équitable. Naturellement, notre discussion nous amène à repenser aux moyens de communication dédiés à la transmission et à la formation, au sujet de cette sensible étude ethnologique comparée à l'anthropologie. Alors, pour commencer à y répondre concrètement, profitons de ce que nous propose le cercle d'études que l'on appelle écoute du vivant. Il permet une exploration sensible des affaires humaines, positionnée entre le ciel et la terre, en employant une technique et une formation que l'on nomme manochi-thérapie. La manochi-thérapie est la synthèse des thérapies manuelles du monde visible, tangible, mais aussi in facto l'invisible, l'impalpable, l'éthéré. Pourquoi d'emblée cette affirmation ? Eh bien, elle repose sur des connaissances appliquées par les savants chinois depuis plusieurs millénaires. Force de constater qu'elle a traversé les âges comme une évidence. La manochi-thérapie s'appuie sur le système entier des méridiens de la médecine naturelle et ancestrale chinoise. Par sa valeur d'étude universelle, elle devient un outil de compréhension de soi et des autres, afin d'y nourrir la vie. Les connaissances acquises à l'horizon de cette formation initiale s'inscrivent donc dans une tradition de soins et d'accompagnement préventif. L'occasion pour nous de nous replonger dans le passé. Rappelons-nous que les anciens, lors de leur venue chez le guérisseur, ne venaient non pas parce qu'ils étaient souffrants, mais justement pour ne pas le devenir. Le règlement de l'acte de soin ne se justifiait que sous cette condition. Alors que si l'on constatait tardivement un processus pathogène, que l'on nomme le mal adi, le guérisseur ne pouvait demander de compensation. Loin de nous cette pratique, parce que c'est justement là que le concerné ne payait pas ses soins. On disait même que les médecins de mauvaise réputation traitaient donc les graves maladies, et qu'en toute logique, les maîtres traitaient les maladies bénignes. Nous pouvons donc vite comprendre que les enjeux étaient totalement différents de ce qui est convenu commercialement aujourd'hui, en quête d'une bonne vitalité. Les positionnements entre les protagonistes étaient presque inversés comparés à nos exigences contemporaines, refoulant les priorités élémentaires du vivant. Pour revenir au visible et l'invisible, à l'importance des soins préventifs et de mieux-être, la manochi-thérapie devient alors
le prisme d'une réflexion à disposition des actions, brutes et subtiles du vivant, comparées à des préoccupations civilisationnelles. Elle apprend la façon de positionner l'homme sans vanité géocentrique et d'y observer une conversation sensible entre le microcosme et le macrocosme. Alors creusons cette fois encore dans le temps au sujet de comment les anciens savants ont su répertorier et analyser les besoins vitaux de l'homme, aussi de comment ils ont pu étudier son impénétrable esprit, afin de le modéliser dans un système universel. Au préalable, ils ont fait preuve de pragmatisme et d'empirisme, et fort de constater que la compréhension de leur modèle nous échappe. Nos mécanismes de pensée, pour nous qui a été modélisé par les sciences du langage grec et latin, nous en font obstacle, dans la mesure où les sous-entendus des réponses sont soufflés par la nature avant les questions, implicitement suggérées dans leur modèle. Pour nous, dans une démarche d'analyse, cela semble être un paradoxe. Revenons donc au sujet de ce qu'est l'empirisme. L'empirisme, s'il est réalisé en conscience, alors toutes connaissances viendront de l'expérience. Et c'est là le virage philosophique de l'étude que nous pouvons que constater de pourquoi les anciens parlaient de voie et de vertu. Lao Tse Ting. Ce préalable, ce chemin de pensée serait la clé de compréhension de cette subtile étude, si impalpable et intangible, concernant le fonctionnement de l'esprit humain. Cet esprit est à la fois si particulier, si multiple et à la fois si quantifiable et si intrinsèquement incertain, qu'il nous invite pour le comprendre à nous défaire de schémas de pensée discursive, ce qui diffère d'une pensée dynamique enseignée par les vénérables d'autrefois. Avec sagesse et raison, les anciens savants ont su collecter un empilement de savoirs millénaires, depuis l'ère antique à aujourd'hui, de comment interpréter les signes de la nature humaine, pour in fine les modéliser à toute application possible, comme, pour exemple, entretenir la vitalité. À noter que la conception d'aujourd'hui en cette quête est largement dédiée à la quantité et à la longévité, comparée à la qualité, qui en somme sont tous deux soumis aux règles de vie qui nécessitent l'existence de la mort. Et d'autant plus que ces cycles de vie, mort, rappelons-le, est dépendant des lois du ciel, substanté par la terre, grand horloger et architecte de l'espace et du temps. Toutes ces remarques continuent de nous guider vers le fonctionnement de l'esprit de l'homme, ce drôle d'animal conscient de sa conscience, selon Carl von Linné. Nous pouvons que constater encore que cette question par essence n'est pas juste, en regard de l'analyse observée par les Chinois antiques. La collecte d'informations millénaires, archivées, ordonnées, précise à l'évidence l'existence et la coopération, pas d'un seul esprit, logé pour nous au cerveau, mais à plusieurs esprits, logés dans différents organes. Il ne s'agit pas de dédoublement de personnalité, décrit classiquement par les sciences contemporaines, mais d'une compréhension beaucoup plus subtile de comment s'articule l'esprit pour aboutir à sa manifestation dans ses agissements. Cela renforce le sous-entendu d'une étude organisée, en système, et que ce système n'est valable que par lui-même. Prenons un exemple pour simplifier une situation où les esprits logés dans leurs organes, nommés entités psychiques, Benshen, par la médecine ancestrale chinoise, s'animent de concert pour mener à bien un objectif, un projet, une tâche à accomplir. Pour notre exemple, et faciliter la compréhension, et s'affranchir du caractère spontané d'une réponse dans le réel, imaginons une chaîne formant une boucle avec ses maillons. Chaque entité psychique, Benshen, représentera un maillon participant à l'analyse et à la continuité de l'existence de ce projet. À noter qu'une très grande part à l'étude pour comprendre cette présentation est de souligner que les modèles conçus par les anciens savants ont démontré qu'ils sont par nature analogiques.
L'un des modèles élémentaires employés par les sages pour aborder l'étude des entités psychiques, selon la médecine ancestrale chinoise, est l'étude des points cardinaux et leur essence d'un point de vue analogique aux organes humains. En effet, ils sont à la fois coordinateurs de l'espace, mais aussi représentent en tant que circonstance les conditions capables d'engendrer un souffle d'une certaine qualité d'information. Comme pour nous le Mistral soufflant un vent froid venant du nord, ou la tramontane qui est encore plus vigoureux et froid venant de l'ouest au nord-ouest. À chaque direction son souffle, qui lui-même engendrera l'apparition de matière légitime, comme la relation au parfum d'un fruit. À chacune d'entre elles rendra possible un contexte d'apparence qui lui est donc propre. Notons que le souffle n'est objectivable ou est observable par nos sens communs, révélant la substance. En effet, cela sous-entend que l'observateur devient témoin d'un champ d'existence et en devient spécialement acteur comme une condition rendue possible que par sa conscience. Cette remarque est une invitation par les sages à une étude encore plus profonde, concernant les mécanismes énergétiques regroupant les conditions sine qua non d'une étude objectivable de tout phénomène, qui devient une variable selon la contribution de notre conscience. Rappelons que le vent tourbillonnant d'automne est visible par les feuilles volantes tombant des arbres. Continuons à étudier ce modèle élémentaire des 4 directions. Replongeons-nous encore dans le contexte d'études archétypales, et nous aurons besoin, à l'instar des anciens, d'intégrer la notion d'héliocentrisme, compris par les Chinois bien avant Nicolas Copernic. Ils avaient bien intégré que le ciel agissant offrait la possibilité d'observer une horloge universelle, afin de mesurer les mouvements de la nature, transcendés dans le corps humain. Les recensements des signes vitaux appartenant à l'Est, reconnus depuis des milliers d'années, correspondent en substance à la manifestation organique du foie. Il correspond au mouvement et au comportement de l'élévation du Soleil. L'élévation du Soleil à l'Est si nous regardons au Sud, comme une allégeance au positionnement du Soleil. Rappelons qu'il ne s'agit pas de symbolisme, mais aussi d'analogie avec les événements agissants macrocosmiques ordonnant le microcosme. Les anciens précisaient que tout ce qui est en haut est en bas. L'Est sera donc représenté en substance organique par le foie, et son symbole associé est le bois. C'est ici que l'énergie s'expanse. Elle s'expanse librement. Il contrôle le drainage et la dispersion de toute information dépendante elle-même d'une loi universelle que l'on nomme yin et yang. Cette loi permet la compréhension de tout manifeste par un principe d'engendrement, de croissance et de décroissance, de polarisation et d'interdépendance, et enfin de transformation mutuelle. Cette loi rend possible l'apparition de tout phénomène. Pour exemple, la place du yin, visible, donc n'est dépendante que de la place du yang, invisible, et inversement. Encore un autre exemple. Le printemps yin n'éclot pas spontanément. Il y a ici suggéré une information latente yang, appartenant à l'étude du mystère. Le mystère de la nature permettant à une réapparition progressive du printemps, après une période spécifique nommée intersaison, après le grand hiver. Le foie visible, tangible, abritera une entité invisible, nommée Ben-Shen. Celui de l'Est, celui du foie, porte le nom de Hun, H-U-N. Il est le maître des plans d'action. Il permet d'élaborer les stratégies pour un projet, un voyage. Il est tourné vers l'avenir. Sa vertu est la gentillesse, la bienveillance, la compassion, la générosité. Ses fonctions sont aussi attachées au rêve. Notons que pour mettre en lumière l'hypoactivité du Hun, nous pouvons recenser les signes associés dans notre comportement par un manque d'imagination, de l'incoordination, d'une incapacité de décider, d'une disparition du courage et de l'efficacité, qui au contraire, en cas d'hyperactivité, on notera une certaine irascibilité, voire de la colère, de la jalousie,
des troubles du sommeil, comme le somnambulisme. Le Sud, lui, sera incarné par le chœur, considéré comme un chef d'orchestre. Il est le métronome, mais dépendant de ses musiciens. Son symbole associé est le feu. En substance organique, il est le maître des vaisseaux. Son entité psychique se nomme le chêne, S-H-E-N. Il est la raison. Il objective. Il objective si un projet est envisageable, réalisable. Il a un contact privilégié avec la créativité. Sa vertu est la joie. Il est doté d'une conscience globale d'où nous venons et où nous allons. Les signes psychiques lors d'une hypoactivité du feu, du cœur, du chêne sont l'abattement, l'émotivité, la timidité, le découragement. Pour la tendance à l'hyperactivité, cela serait la surexcitation psychique, des paroles en excès, des rires incontrôlables, voire de l'hallucination, de la fabulation. L'Ouest, lui, sera incarné par le poumon, son symbole associé est le métal. Il permet l'élimination, la descente et la diffusion de l'énergie, ainsi que la respiration. Il régit aussi la circulation des liquides, particulièrement l'eau, et assiste le cœur. Il est le maître de l'énergie. Son entité psychique associée se nomme Po, P-O. Il permet de trancher, comme acter une décision d'un projet. Sa vertu est l'intégrité. En cas de vide, on notera une perte de l'instinct de conservation, une disparition des centres habituels d'intérêt. En excès, on notera que l'intéressé aura des projets d'avenir immodérés, manifestera une tristesse sans fondement, des craintes irraisonnées, et fait remarquable une tendance à l'hypercaptivité. Le Nord, lui, sera incarné par les reins. Son symbole associé est l'eau. Il est la source de vie, léguée par nos ancêtres. Il contrôle l'eau et recueille l'énergie du poumon. Son entité psychique associée se nomme Zi, Z-H-I. Il est le maître de la volonté. Sa vertu est la sagesse. Lorsqu'il est en carence, en vide, on constatera une difficulté à la réalisation, de l'indécision, une peur viscérale. Et au contraire, en excès, en plénitude, nous observerons une tendance au despotisme. Maintenant que nous avons nommé et abordé succinctement l'analogie des souffles des 4 points cardinaux et de leurs effets, il nous manque à définir un centre, qui, comme les précédentes directions, serait représenté par un gardien. Ce gardien est incarné par la rate. Ce centre rate n'est évidemment pas justifié comme les autres viscères par sa localisation anatomique, mais en justifie par sa fonction. Elle permet de faire transporter et de transformer l'information comme le moyau d'une roue. Cette information est multiple en substances comme les liquides physiologiques ou éthérés comme des émotions. L'entité psychique attachée à la rate est le Yi, Y-I. Il est le maître de la réflexion et de la pensée. Il permet la mémoire et donc positionner le présent. Enfin, notre étude avance. Nous avons nos 4 directions rendues possibles par un centre, chacun représenté organiquement et spirituellement. Maintenant, l'exercice pour nous de prime abord, c'est d'étudier de comment les anciens savants, surtout dotés de sagesse, ont su éprouver depuis, rappelons-le encore, depuis des milliers d'années, des modèles à la fois analogiques et assurément opératifs. L'invitation à un exercice de pensée dédié aux notions d'interdépendance et de superposition nous donnera l'avantage à la compréhension de leur ingénieux modèle. Encore pour exemple, le foie, abritant le Rune, est accompli que parce qu'il représente aussi son entité psychique. Il souffle le désir de vivre.
Il est animé par la liberté de mouvement tout en remplissant son rôle physiologique bien connu de la biologie contemporaine. Pour résumer de pourquoi nous avons besoin de chaque entité psychique, enracinée dans chaque organe, dédié à l'accomplissement d'un mandat, d'un projet ordinaire ou même extraordinaire, eh bien cela sera surtout dépendant d'une fine coopération de plusieurs entités psycho-viscérales. Rappelons-le, nommé Ben Shen. Le Hun pour le foie, le Shen pour le cœur, le Yi pour la rate, le Po pour les poumons, et enfin le Zi pour les reins, et non pas auparavant présupposé dépendant d'un seul commanditaire. Revoyons maillon par maillon notre métaphore et son application en commençant par la foudre, cette très ancienne énergie appartenant à la création. La création est la spécificité naturelle omniprésente du cœur. Il est le symbole du tonnerre. Le symbole du tonnerre et du feu, selon la médecine naturelle chinoise. Il loge, comme précédemment mentionné, le Shen comme entité psychique. Il est le récepteur et l'émetteur de la créativité. Le Shen, le cœur, créateur, mais aussi il mesure la norme, car il peut modéliser les notions d'absolu. Il va pouvoir évaluer un projet, s'il est raisonnable ou pas. Après le feu produisant l'idée, il nous faut un plan d'action. C'est le domaine de l'entité psychique Hun, logeant lui dans le foie. Il saura diriger et conduire une stratégie. L'idée, le plan, maintenant est nécessaire la mémoire, pour positionner le présent. Un centre de réflexion. Cette responsabilité est le rôle du Yi, qui est logé, rappelons-le, dans la rate, qui se conforme à la terre, là où tout se manifeste. Maintenant, nous pouvons trancher et passer à l'action par le souffle du métal, incarné par les poumons, abritant le pot, qui lui est capable de faire descendre et diffuser les notions de limitation. Il est très attaché au concret, il est très attaché à la matière. Mais tout ce projet n'est possible que si une volonté perdure dans le temps. Ce caractère est le propre de l'énergie de l'eau. L'eau, symbole de pugnacité et produite par les reins, abrite le Zi, logis de la volonté. La création, le feu, le sud. La planification, le bois, l'est. La réflexion, la terre, le centre. La volonté, l'eau, le nord. Et enfin, la concrétisation, le métal, l'ouest. Sont les 5 agents constituant une chaîne d'énergie opératif traduit par un symbolisme susceptible de manifester tout phénomène. Si maintenant à l'inverse un philharmonique sans ses virtuoses, un chef d'orchestre ne pourra prétendre à aucune mélodie, alors il en va de même avec le cœur et ses organes trésors associés. Nous constatons bien que l'esprit n'est pas comme présupposé une seule entité directrice. Bien au contraire, il est ordonné, multiple et synthétique. Il est animé par un système autogénéré, insufflé par les voies claires et mystérieuses de la nature. Et comme le précisaient nos sages, notre nature est la nature, et la nature est notre nature. Permettons-nous alors une remarque supplémentaire au sujet de ce vieil adage, qui s'appuie sur cette évidence et qui, si nous imaginons le cas contraire, alors notre manifeste s'affranchirait des lois du ciel et de la terre. Quelques mots justement à propos d'une étude particulière en médecine ancestrale chinoise, entre le cœur et les lois du ciel et de la terre. Précisons que l'on n'étudie pas que la météorologie dans cet exercice de pensée, mais de lois influençant notre psyché. La raison, le cœur, sera notre maître d'œuvre pour mesurer les forces agissantes du ciel et de la terre. La raison du cœur est une compétence unique, qui permet de mesurer la norme comme la capacité de synchroniser les contractions cardiaques avec les rythmes diurnes et nocturnes exigés par nos astres. Cette conscience nous fait comprendre l'ampleur et le pragmatisme d'une étude universelle qui sous-entend aussi le rôle de méridien.
Mais ceci est une autre histoire. Pour tenter d'aborder l'exercice de pensée, il s'agit maintenant de nous positionner à plusieurs endroits. Le cœur devient le métronome indispensable comme un chef d'orchestre, à la fois en contact d'un auditoire et à la fois en contact de ses virtuoses. Il va collaborer et collecter la somme d'informations provenant d'autres émissaires, comme les entités psychoviscérales, eux-mêmes dépendantes des lois stellaires et des lois terrestres. Le cœur a la spécificité d'être témoin et acteur de création. Il en est relié par la norme et la raison, en connexion avec la notion d'absolu. Il permet de constituer la conscience d'incarnation physique et de traiter les questions métaphysiques de l'Homo sapiens sapiens. La médecine ancestrale chinoise nous apprend que le cœur communique avec le ciel par une entité viscérale nichée dans le foie, que l'on nomme Hun. Il est en quelque sorte l'interlocuteur privilégié du ciel avec notre incarnation. Elle nous apprend aussi que le cœur communique avec la terre, aussi par un interlocuteur psychique spécifique qui lui est enraciné dans les poumons, nommé Po. Dans les textes anciens, il est même précisé que nous avons affaire à une lutte entre ces deux entités. Abritant plusieurs âmes, on parlera alors en subdivisant d'âme Hun et d'âme Po. Le Hun, représenté par 3 âmes, représente la conscience spirituelle, reliée au souffle du mystère et aux lois célestes. Il communique avec ce que nous nommons l'inconscient. Les écrits antiques précisent que le Hun, assisté de ces 3 âmes, documente et rapporte les actions, les pensées et les actes de l'individu aux esprits de la destinée, afin de déterminer son degré de culture vertueuse. Le Po, lui, assisté de 7 âmes, fortement connectées à la terre, à la matière, au corps physique, il se réfère à l'instinct de conservation et aux besoins archaïques de survie de l'individu. Il est chargé de l'ensemble des processus physiologiques au cours de l'enfance. Il matérialise. Il communique avec ce que nous nommons le conscient. Il est cramponné à la vie, mais il y est soumis. Il résiste, mais il est perpétuellement en train de mourir. Et même dans certaines iconographies, on peut distinguer 3 personnages assis sur des nuages représentant les 3 âmes du Hun. Ils sont en haut et à gauche du dessin, en étant enchaînés par 7 autres personnages représentés par cette âme Po, qui tentent de les retenir. À la vue de ce dessin, on peut mesurer les enjeux et la proportion d'énergie employée avec la Terre et sa relation avec la volonté du ciel. Relevons aussi un paradoxe dans le comportement du Po, qui est que les priorités de survie poussées à son paroxysme, finalement engendrent l'autodestruction. Il en est même décrit dans les traités anciens d'entités démoniaques. On parle alors de cette âme Po transformée en démon. Prenons un moment pour les décrire, sans définir une hiérarchie, afin de ne pas nourrir leur ego. Commençons alors à les décrire avec gravité sans leur donner de l'importance. Le poison fulgurant. Le poison fulgurant se manifeste par des sentiments de colère et de rage. L'indignation et le courroux qui participent à générer peuvent provoquer des réactions hostiles, destructrices et violemment agressive. Ce pot peut inciter l'individu à exploser soudainement avec des pensées malfaisantes et des intentions malhonnêtes. Le balayeur d'immondices. Le balayeur d'immondices se manifeste par une attitude hautaine et des sentiments d'orgueil et d'arrogance. Chasseur des puanteurs. Ce chasseur engendre le sentiment d'impuissance. Il sent la mort. Il détruit l'espoir et la foi et se nourrit d'ignorance, ce qui peut mener à un sentiment de désespoir, à l'apathie spirituelle ou à l'inaction.
Il se manifeste par la persécution ou le martyre. Chien cadavre. Ce démon se manifeste par des sentiments d'avidité. Il s'exprime par des désirs égoïstes et des actions motivées par la convoitise. Le cadavre enfoui. Le cadavre enfoui représente les sentiments de luxure. Il tente l'individu par des incitations immorales. Il provoque sa détresse en le culpabilisant, ce qui génère sa honte. Cet esprit poursuit en provoquant l'anxiété et la peur d'être discrédité, déshonoré ou disgracié, ce qui suscite immédiatement le sentiment d'impuissance à améliorer la situation. Il se manifeste également par les addictions et les compulsions. Le démon moineau. Ce démon tourmente l'individu en lui infligeant une douleur intense et une terrible angoisse, en mettant l'accent sur des problèmes émotionnels passés, irrésolus, des anxiétés présentes et de peurs futures. Connu également sous le nom de tourmenteur nocturne. Il est plus particulièrement actif au cours de la nuit, par le biais de cauchemars, de sommeil agité et de l'insomnie. Le monstre glouton. Ce démon glouton dérobe l'énergie de la force de vie de l'individu et la dévore par des jugements négatifs et des émotions amères telles que la jalousie, l'envie et le ressentiment. Ces nominations de démons sont issues de très anciennes croyances qui étaient inscrites dans ce qui était décrit comme médecine démoniaque, puis évoluera pendant la période des royaumes combattants, moins 476 à moins 220 avant notre calendrier, remanié par le pape Grégoire, en médecine naturelle, puis très récemment, à l'ère contemporaine, en médecine traditionnelle. Le grand savant et médecin Zhang Tiebing affirme que l'invasion par ces esprits démoniaques n'est rendue possible que par un vide de l'esprit du cœur. Il affirme que les démons existent bel et bien, mais qu'ils sont la création de l'esprit humain, provenant d'un déséquilibre interne de souffle vital, le chi, et du sang. Pour encore plus symboliser ces remarques, et d'en favoriser une possible compréhension, afin de ne pas nous perdre ou nous séduire dans des méandres psychanalytiques, il est préférable de revenir aux lois universelles qui s'affranchissent du géocentrisme de l'homme. C'est pour cela que l'on peut affirmer en vue des signes recensés précédemment par le comportement des démons peaux qu'ils correspondent à une altération et une transgression du corps, possédant une limite anatomique symbolisée par le métal, se révoltant à l'encontre d'un esprit illimité symbolisé par le feu. Cela devient contre nature dans la mesure où c'est bien le feu qui permet de façonner et faire fondre le métal, et pas le métal qui délimite le feu. Avant de nous quitter, exerçons-nous une dernière fois l'interrogation d'un aller-retour possible entre l'esprit et la matière ou la matière de l'esprit. Elle nous suggère à accueillir l'idée que l'un permet l'existence de l'autre et inversement. Nous pouvons donc considérer que la nature humaine s'inscrit par des événements interactifs qui est loin d'un modèle de pensée linéaire, de cause à effet. La dichotomie entre matière et esprit, concret et abstrait, en devient absent. Les murmures de la nature nous invitent bien à autre chose. Alors, écoutons. Merci de votre écoute. Je remercie mes pairs et mes contemporains pour m'avoir permis d'écrire cette nouvelle. Remerciements à Noam Flevo, monteur et ingénieur du son, à Clara Poli, community manager, à Héloïse Vaudois, comité de lecture. Merci de votre attention, à bientôt pour d'autres nouvelles avec l'écoute du vivant par la Manochi Thérapie.